Bien, écoutez, bonjour à tous. Nous allons démarrer puisque sur les 130 inscrits, nous avons déjà dépassé la cinquantaine et que les personnes commencent à nous rejoindre. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième mardi du financement. Comme vous le savez, la semaine dernière, c'était dédié à la dette fournie à la fois par les banques et par les fonds de dette. Alors, je demanderai juste à tous les invités de bien vouloir fermer leur micro, s'il vous plaît. David, s'il vous plaît. Comme ça, on n'aura pas trop de résonance. Merci. Allô, allô? Bon. Ok, continuons. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la raison pour nous de faire les mardis du financement était de prendre en compte les conséquences de cette crise actuelle. On en a connu une, enfin pour certains d'entre vous qui s'en souviennent, il y a 12 ans, c'était pas si loin que ça, qui était très différente de celle d'aujourd'hui. Il y a des conséquences différentes et l'idée de ces mardis du financement dans chacun des domaines, que ce soit celui du fonds d'investissement, des banques et aujourd'hui du marché obligataire, c'est de pouvoir en tirer des conséquences et des leçons parce que ce type de crise, que ce soit des crises financières, économiques ou des crises sanitaires qui peuvent potentiellement mener vers des crises économiques, vont changer nos marchés. Les choses vont plus vite, sont parfois plus fortes. On dit que la France est résiliente, qu'il y a un certain coussin, mais est-ce que ce sera toujours le cas? Donc, c'est un peu de faire un constat de ce qui se passe aujourd'hui et puis surtout avec nos invités que nous remercions et qui sont fortement ancrés dans ces marchés, de pouvoir nous donner leur vision de demain, ce qu'il faudrait faire et ce que les marchés de demain pourraient être. On parle de la vague énorme, 25 milliards levés dans les dernières semaines, Engie dès la réouverture des marchés. Donc, c'est un marché fortement dynamique. Voilà, donc je suis ravie de vous présenter mes associés, Jérôme Labrousse et François Coidon, qui interviennent sur ces questions des marchés obligataires et qui vont vous faire leur présentation et vous présenter également nos invités. Merci. Merci Sylvie. Alors aujourd'hui, c'est donc la deuxième session des mardis du financement organisée par De Gaulle Florence et Associés. On est ravis de vous retrouver sur ce thème du financement obligataire. Alors aujourd'hui, on va parler de cet instrument de financement qui est classique et moderne à la fois, qui s'est montré, comme l'a indiqué Sylvie, très efficace dernièrement, qui se prête aussi à la structuration. Alors, qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce que le financement obligataire? Une obligation, c'est un titre de créance négociable, le plus souvent à moyen et long terme, mais c'est surtout un instrument de désintermédiation bancaire. Chez De Gaulle Florence, cet instrument, nous l'appréhendons fréquemment pour nos clients, aussi bien côté émetteur que côté banque, sur les aspects en particulier liés à la structuration. Donc, ça entraîne un mélange de compétences, aussi bien des associés du financement, du restructuring, mais des fiscalistes aussi, puisque ça reste un instrument de dette et qui entraîne une déductibilité pour les émetteurs. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de rentrer dans l'actualité et d'avoir une vision prospective sur cet instrument. Et pour ce faire, avec François Coidon, on a demandé à 3 intervenants qui ont bien voulu se joindre à cette réunion et que je vais présenter rapidement, qui vont nous donner leur vision du marché et une vision potentiellement des questions qui se posent pour le futur. Alors, la première personne que je vais introduire est Priscilla Bouton-Peignou. Priscilla est responsable des marchés financiers au sein de la direction financière de Sanofi. Elle est en charge de la salle des marchés, de l'équipe financement, et donc y compris tous les financements obligataires. Priscilla, nous te remercions de te joindre à nous. La deuxième personne qui va animer cette intervention sera Chanty Atreya. Chanty est responsable de l'activité Debt Capital Market Corporate chez Citigroup pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Donc aujourd'hui, Chanty travaille sur toutes les grandes émissions obligataires des sociétés françaises qu'elle couvre.
Et Chanty, nous sommes également ravis de t'avoir avec nous. Et enfin, le dernier intervenant qui participera à cette session est Guy Sylvestre. Guy Sylvestre est Managing Partner chez Invest Corporate Finance du groupe All Invest. Et Guy est également un ancien responsable du pôle Global Capital Market chez Société Générale et en particulier chargé de toutes les opérations structurées, que ce soit pour les grandes sociétés foncières, pour tout ce qui est produits structurés et également ce qu'on appelle le mid-market, c'est-à-dire toutes les sociétés en devenir et qui sont dans tout ce qui est, on va dire, aux portes du CAC 40. Donc, la présentation aujourd'hui va se dérouler avec nos 3 intervenants. L'idée, c'est d'être fluide et d'avoir des échanges également entre les intervenants, mais aussi en fin de présentation avec les participants. L'idée est de partir de la vision macro pour avoir une vision du marché obligataire au sens large, et puis petit à petit d'avoir la vision transversale du marché par Chanty qui nous expliquera quelle est la valeur ajoutée des banques sur cet instrument, et enfin d'avoir avec Priscilla la vision d'un émetteur en première ligne pour savoir une vision aussi peut-être un peu critique parfois de cet instrument et de savoir comment on peut travailler pour mieux faire pour la suite. Voilà. Alors, merci Jérôme. Peut-être pour rappeler les choses, vous aurez certainement des questions. Vous avez un chat, quelqu'un gère le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et nous les retransmettrons aux invités. Priscilla, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Jérôme, est-ce que tu souhaites que Guy commence à parler? Sinon, je peux tout à fait commencer. Mais Guy, tu devais... C'est Guy qui commence. Pardonnez-moi, voilà. En effet, c'est Guy. Pas de problème. Je vous en prie. Bon, bonjour à tous. Enchanté d'être là et de participer à ce mardi du financement. Donc, je vais essayer de vous faire un petit panorama du marché obligataire ces dernières années, mais le but, c'est aussi peut-être de récapituler qu'est-ce que le marché obligataire dans ces 3 grandes périodes que moi j'ai sélectionnées comme telles parce que c'est mon expérience, et s'appuyer un petit peu plus aussi sur l'expérience récente suite à la crise de 2008 et de 2020, donc que nous sommes en train de vivre et qui est loin d'être terminée et dont on pourra tirer des conclusions sûrement définitives dans plusieurs années. Voilà, donc dans l'après-guerre, le marché obligataire français, c'était quelque chose qui a beaucoup aidé la France à se développer, les grands projets d'infrastructure, les autoroutes, la SNCF, EDF, les charbonnages de France, le crédit local, la caisse de refinancement hypothécaire, la RATP, des groupes industriels aussi comme Péchinet ou Renault. Et la France était très en pointe sur cet outil avec une sophistication assez importante puisque ces outils n'étaient pas simplement des outils standards comme on connaît aujourd'hui, in fine, avec un coupon avec un coupon annuel et un remboursement in fine, mais avec des systèmes de remboursement complexes, des indexations des coupons, bref. Et cette expertise-là, on la retrouve après, puisqu'à partir de la dérégulation de 85, et c'est un petit peu la seconde période, d'expansion et de calage sur la mondialisation aussi, puisque les marchés sont devenus transnationaux. Les Français se sont expatriés souvent à Londres, aux États-Unis, parce que leur expertise en mathématiques était bien vue dans ces pays-là, même s'ils avaient tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est cette historique-là qui a permis de placer la France et les Français dans une dynamique sur le marché obligataire. Et le leadership français sur le marché obligataire qui représentait au début des années 90 20%, le secteur public français obligataire, 20% du marché obligataire total en Europe. Il y a eu une première vague de désintermédiation dans les années 90 avec les acteurs corporate qui sont venus financer leur développement sur ces marchés-là. Il y a eu les privatisations qui ont aidé à ça.
Mais il y a aussi, ça s'est calé un petit peu sur le monde anglo-saxon, puisque le monde anglo-saxon finance son économie par les marchés de capitaux, à l'opposé des marchés européens qui, jusqu'en 2008, finançaient essentiellement, en tout cas pour le mid-market, l'économie via le marché bancaire. Pour les gros corporates, ce mouvement a commencé plus tôt, dans les années 90. Et les banques, d'ailleurs, ont dû revisiter leur modèle, parce que jusqu'alors, c'était principalement le vecteur de financement de l'économie, y compris pour les larges corporates. Dans les années 2000, pour vous donner quelques éléments, c'était 120 milliards les émissions obligataires annuelles en Europe. Et toutes les années 2000, avec les gros investissements et les développements, les regroupements des industries, les regroupements des sociétés pour faire face à l'enjeu mondial, la croissance, les acquisitions, le marché obligataire était vraiment un produit idéal. À tel point qu'en 2008, 80% des grands corporates européens étaient des intermédiaires. Des intermédiaires, ça signifie que 80% de leurs dettes étaient sur les marchés de capitaux et 20% de leurs dettes sur les marchés bancaires. La structuration, alors pourquoi aller sur les marchés obligataires? D'abord parce que, contrairement à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire la complexité des produits était certes toujours là pour certaines opérations, mais la majeure partie des opérations, c'est des titres in fine, des coupons annuels et donc des ratings officiels, et donc des éléments de comparaison qui permettaient de rassurer les investisseurs et de donner une plus grande liquidité et profondeur au marché. Donc, quelque part, cette désintermédiation, c'était un outil qui faisait que les banques allaient sur des maturités plus longues. En général, l'obligataire, c'est supérieur à 7 ans, in fine, à comparer avec le marché bancaire, 5 ans, amortissable en général. Ça servait aussi à aller sur des maturités beaucoup plus longues, 10 ans, à financer donc de l'infrastructure, de la croissance sur des acteurs industriels, des besoins capitalistiques. Et comme finalement les gros acteurs refinancent systématiquement leurs lignes obligataires, contrairement aux bancaires qui est réputé être remboursés à terme, hein, ou refinancés par de l'obligataire, justement, ces lignes obligataires sont systématiquement refinancées, ce qui signifie que vous avez une structure de dette stable, sur lesquels les investisseurs sont là, puisque les ratings, en tout cas pour la partie investment grade, il y a un renouvellement qui est permanent. Et ça donne de la force à la structure financière de ces sociétés. Ça leur permet donc de continuer à financer leur croissance. En 2008, alors première crise récente, il y a eu des crises avant, mais bon, on ne va pas s'attarder, c'est pas l'objet aussi de cette présentation. 2008, donc c'est l'effondrement des banques. Un crédit crunch important. Pour les plus solides, elles ont tiré sur leur ligne de crédit, ce qui n'a pas fait plaisir aux banques puisque ces lignes de crédit n'étaient pas réputées servir de relais intempestif en cas de crise. En tout cas, le marché obligataire est resté fermé de septembre 2008 jusqu'à mai 2009 pour les corporates. Il n'y a que les États qui ont réussi à se financer, et encore, ça, c'était pas forcément évident. Tout ça, ça vient aussi du fait que, contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas eu de soutien de la part des banques centrales. Les Américains ont laissé filer les banques comme à l'emprunt, les faillites se sont succédées. Et donc, c'était vraiment une crise de liquidité, une crise financière et une absence finalement de recours aux facilités bancaires qui a duré 2-3 ans. À l'opposé, le marché obligataire américain, qui lui était déjà très désintermédié, y compris pour le mid-market, pour l'ensemble de l'économie, a très bien résisté. C'est-à-dire que le marché obligataire investment grade ou high yield américain est resté ouvert tout le temps. Donc, ça a entraîné une réflexion assez profonde en Europe de la part des puissances publiques. Et la deuxième vague de désintermédiation s'est mise en place. C'est-à-dire que pour la priorité des États, pour ma part, les relations que j'ai eues avec le Trésor, la Banque de France, pour amorcer les premières discussions autour d'un système de placement privé qui permettait d'aller sur les marchés obligataires pour des plus petits acteurs. Parce que le marché obligataire, avant, c'était minimum 300 millions d'émissions ou 500 millions même pour avoir la liquidité suffisante, mais il n'y avait pas vraiment de marché pour des acteurs qui avaient des besoins de 50, 100, 80, 150 millions.
Et donc, finalement, les efforts faits par la France et aussi l'Allemagne et nos voisins qui avaient le même problème de financer l'économie autrement que par les seules lignes bancaires, ça a été de trouver finalement un système qui permettait d'assouplir les conditions d'exécution de ces opérations et notamment permettre aux investisseurs de rentrer ce type d'opérations non notées, plus petites, avec des critères de risque peut-être un petit peu plus délicats dans leur portefeuille. Avant, une société d'assurance vie, un assureur ne pouvait pas vraiment faire d'opérations inférieures à une notation triple B ou triple B-, où il pouvait faire parfois du high yield, mais dans des poches très très limitées, et en tout cas certainement pas de placement privé avec un manque de liquidité sur le marché secondaire et avec une absence de notation. Donc finalement, toute la place s'est un peu mis d'accord, la FCE en France, la Fédération française des sociétés d'assurance, le Trésor, la Banque de France, pour permettre à ces acteurs de se déployer aussi sur les marchés obligataires. Et donc, c'est ce que j'appelle la deuxième vague de désintermédiation qui a commencé à partir de 2010 et qui continue aujourd'hui. Avec de 2008 à 2013 un essor des marchés obligataires. Je disais tout à l'heure 120 milliards d'émissions par an sur le marché Eurobonds investment grade en 2003-2005, c'est monté à 320 milliards en 2014, donc un bond de presque 3 fois. Le marché non-investment grade, donc toutes les émissions inférieures à WB-, je ne parle pas des placements privés, je parle vraiment du marché obligataire, c'est passé de 5 milliards d'euros en 2005, donc très très petit montant, à presque 90 milliards en 2013. Donc on voit l'importance du marché obligataire dans le relais du marché bancaire dans cette crise de 2008. À partir de 2013, les actions de la BCE et des banques centrales en général ont contribué à redonner du souffle aux banques. La BCE reprenait les créances en repo et donnait de la liquidité aux banques en contrepartie. Elle rachetait des titres obligataires sur le marché. Toutes les émissions étaient soutenues, donc ça a contribué à maintenir des taux très bas, certes, mais aussi à redonner du souffle aux banques qui étaient en difficulté suite à la crise de 2008. À tel point que, contrairement aux États-Unis où c'est un petit cartel de 5-6 banques qui se partagent le business de banque d'investissement, en Europe, il y a toujours une vingtaine de banques qui se disputent les meilleures opérations et pas forcément tout le temps les meilleures d'ailleurs. Et donc les conditions ont baissé fortement. L'agressivité des banques commerciales et des banques d'investissement en Europe est très importante. Et donc, quelque part, ça a diminué la dynamique de développement des placements privés. À l'exception du Schuldschein, je ne sais pas si vous êtes familier, mais grosso modo, il y a deux familles de placements privés. Les placements privés à type de format loan, vous avez dû en entendre parler la dernière fois. Donc, le marché du Schuldschein, qui est un marché allemand, mais auquel tous les émetteurs européens ont eu accès, est passé d'une dizaine de milliards avant la crise de 2008 à 25, 30, 35 milliards après. Donc, ce marché n'a pas été impacté par le soutien de la BCE aux banques parce que c'est un marché bancaire. Donc, en fait, ceux qui prêtent, ça reste des banques, des plus petites banques, mais des banques quand même. Par contre, le marché de l'EuroPP, le marché de l'USPP, les marchés du placement privé en général ont été assez impactés parce que ceux qui étaient venus sur des placements privés à partir de 2011 pour retrouver la liquidité qui leur manquait auprès des banques, voyant que les banques après leur reprêtaient dans des conditions très agressives, ces plus petites sociétés qui travaillaient plus, je dirais, le spot, le coût de leur opération, la simplicité de leur opération, ont vu plus la commodité à retravailler avec les banques. Contrairement aux gros acteurs corporate, large cap, qui eux ont continué à travailler avec le marché obligataire parce que eux avaient stratégiquement besoin du marché obligataire pour refinancer des lignes bancaires. Quand vous avez une opération de croissance de 2, 3, 4 milliards, vos banques ne peuvent pas vous suivre. Il faut refinancer les lignes. Sinon, si vous ne remboursez pas ces lignes par des émissions obligataires, la fois suivante, vous voulez faire une opération de cette taille-là, la banque vous dira non, je ne peux pas vous suivre, il faut que vous ayez recours au marché obligataire plus souvent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la désintermédiation pour l'obligataire, pour les gros corporates, elle est toujours très très élevée. Comme je l'ai dit, pour le mid-market, ça s'est un petit peu ralenti, mais la dynamique est là. Ceux qui sont allés déjà sur le marché obligataire via des placements privés,
ils reviennent. Ils ont perçu justement l'avantage stratégique d'avoir une structure financière solide grâce à ces lignes longues, parce que même si le bancaire est resté très attractif depuis 6 ans, ça reste des maturités plus courtes, ça reste un handicap si on n'a que ça pour se développer de manière très importante. Alors après, pour de nouveau appuyer sur la solidité du marché obligataire, quand on voit les crises successives entre 2013 et aujourd'hui, il y a eu, rappelez-vous, la Grèce, l'Irlande, des crises souveraines qui ont beaucoup bouleversé aussi et donné plus de volatilité à certains moments, notamment en 2013 et 2014 au marché. Finalement, après, on a absorbé le Brexit, on a absorbé aussi des déconvenues avec les États-Unis, des crises géopolitiques, avec finalement pas de fermeture de marché, contrairement aux années précédentes et aux crises de 2008. Très peu de volatilité. Et donc finalement, une acceptation par tous les acteurs de la solidité de ce marché obligataire. La crise de 2020, qu'on connaît aujourd'hui, finalement, elle est absolument pas comparable avec 2008 parce que, le marché obligataire n'a pas du tout fermé, principalement parce que la BCE et la Fed ont soutenu massivement et dès le début les marchés. Les spreads ont finalement un peu décalé. Certains d'entre vous vont me dire que 50, 100, 150 BP de spread de crédit, c'est beaucoup. Mais quand on a l'historique sur beaucoup plus long, les crises ont parfois fait décaler de 200, 300, 400, 500 BP ou fermer le marché. Donc pour moi, la réactivité des banques centrales a été un atout majeur pour donner de la crédibilité à ce marché. On le voit, depuis mars, ça ne s'est pas arrêté. Donc pour reprendre ce que disait Jérôme au début, c'est un outil très ancien, mais qui a des caractéristiques de modernité sur lesquelles on peut déployer aussi une ingéniosité, une innovation liée avec les enjeux d'aujourd'hui, les green bonds, les impact bonds. Voilà, donc tout ça fait qu'il est très difficile aujourd'hui d'avoir de l'ambition quand on est une entreprise, même modeste, sans se poser la question de savoir comment fonctionne le marché obligataire dans sa portion qui est la plus adaptée. Les gros, bon, savent tous déjà ce que c'est. Les moyens, les mid-cap, ils sont venus pour certains. Ceux qui ont de l'ambition doivent être éduqués là-dessus et voir comment ça pourrait être une solution à terme pour déployer leur stratégie et surtout avoir les ressources nécessaires pour le faire, un accompagnement avec l'accompagnement de leur relation, de leur banquier historique qui effectivement sera toujours indispensable pour garantir la certitude des fonds au lancement des opérations de croissance ou au moment des refinancements. Voilà, donc je crois que je suis contraint un petit peu par le temps. C'est vrai que ce serait avec plaisir que je développerai tout ça. Mais certainement, je suis sûre, Guy, qu'il va y avoir de nombreuses questions pour vous. Alors, dans la salle, nous n'avons pas encore des questions. Je ne sais pas, Jérôme, moi j'en profite peut-être parce que c'était très intéressant cette évolution de voir d'où vient finalement le marché obligataire, comment il s'est construit. Et vous avez fait quelques passages de comparaison avec les US. C'est vrai que longtemps on parlait de 20% de marché obligataire en France, 80 bancaires et l'inverse aux États-Unis. Donc peut-être une question que moi j'ai pour vous, est-ce qu'on arrive dans un modèle US ou est-ce qu'on arrivera? Est-ce que les marchés obligataires de demain, c'est 80% du marché versus 20%? Mais c'est une question pour vous. Et ça sera aussi une question pour chacun des autres dans la salle. Je ne sais pas si vous voulez déjà répondre, Guy, sur ça, sur vos idées à ce sujet. Très rapidement, effectivement, en France, en Europe, on est déjà des intermédiaires à 80-20 pour les large caps, c'est-à-dire pour les gros émetteurs du CAC 40 ou des gros indices européens. Les sociétés qui font plus de 10 milliards de turnover sont déjà des intermédiaires à hauteur de 80%. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va connaître un système financé entièrement par le marché et pas par l'économie? Je pense qu'on a quand même des spécificités européennes. Les relations des clients avec leur banque et la relation des clients avec leur banque est très forte et je pense que ça ne va pas, malgré tout, changer du tout au tout. Maintenant, pour le mid-market, pour les plus grosses sociétés de mid-market, on est déjà aujourd'hui des intermédiaires à hauteur de peut-être 50-50. Pour les gros acteurs qui ont fait des opérations transformantes du mid-market, on est déjà beaucoup plus intermédiaire que ce qu'on était avant la crise de 2008. Merci. Alors, je redonne la parole à Jérôme.
Merci à tous les deux et merci Guy pour cette présentation très, très détaillée. Alors, ce lien américain va nous amener chez Citigroup, hein, et Shanti Atreya, donc, qui est responsable de l'activité Debt Capital Market pour les corporates de la zone France, Belgique et Luxembourg. Shanti, est-ce que tu peux, à ce stade, hein, après cette longue introduction par Guy sur la vision macro, est-ce que toi tu peux un petit peu nous présenter le rôle de la banque, l'état du marché aujourd'hui dans le cadre obligataire et finalement nous instruire sur quels émetteurs et quels investisseurs? Oui, tout à fait. En fait, c'était une excellente introduction pour le sujet que je vais aborder. En fait, effectivement, si on parle des marchés de crédit aujourd'hui, on est rentré dans une situation qui n'était pas du tout similaire aux crises précédentes, parce qu'en fait, c'était une crise totalement, pas du tout liée au système financier ou autre, mais une crise sanitaire. Et en fait, nous, en tant que banque, personne l'avait vraiment vécu précédemment. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on a pu aussi voir un autre rôle que la banque peut jouer, dans le sens où il n'y avait aucune visibilité. Au début de la crise, quand le marché s'est fermé, en fait, le marché s'est fermé pour 10 jours en Europe, je dirais. La dernière opération, c'était faite par Danone. Ils ont émis le 11 mars, qui était, je crois, le jour même où cette crise sanitaire a été annoncée comme étant une pandémie. Donc, ils ont pris la dernière opportunité et ensuite, on n'a rien eu jusqu'au 20 mars. Et je crois ce qui a fait peur et ce qui a vraiment créé un peu pas de panique, mais voilà, des situations inconfortables, c'est que la façon de travailler a complètement changé. On s'est tous relocalisés à la maison, investisseurs comme acteurs de marché, comme émetteurs. Donc, il y avait un autre challenge complémentaire qui n'était pas uniquement est-ce que les investisseurs allaient participer à des obligations, est-ce qu'il y avait de la liquidité, qu'est-ce qui se passait sur le marché du court terme, etc. Mais surtout, est-ce que les systèmes étaient bien en place pour pouvoir justement suivre le changement du mode de travail. Et donc, c'est là où je pense que les banques ont été importantes, dans le sens où on était un peu les yeux du marché. On a vraiment fait une enquête, on a vraiment, la semaine où tout s'est fermé, notamment à Londres, donc là, la semaine qui précédait le 20 mars, on a vraiment contacté tous les gros investisseurs et bien vérifié que voilà, ils étaient à même de mettre des ordres, que le système fonctionnait, etc. Donc, je pense que ça, c'était vraiment un élément pour moi, dans les dialogues avec les émetteurs, qui concerne énormément d'inquiétude au-delà de la liquidité. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que ça a pris en fait quelques jours pour bien être sûr que tout le monde avait tout en place pour fonctionner. Donc ça, c'était nouveau. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que donc, dès le 20 mars, on a vu Engie et Unilever qui sont sortis avec des opérations de très grosse taille. Ils ont levé à eux deux 4,5 milliards et des livres d'ordre qui étaient de l'ordre de 10 milliards. Donc, la liquidité était là, le marché fonctionnait et les transactions sont faites comme pré-crise. Donc, effectivement, les émetteurs qui réouvrent ce type de marché, et c'était le cas aussi en 2009, sont des émetteurs de qualité qui ont une belle signature et qui ont un suivi important de toute la base d'investisseurs crédit. Une fois que ça a été fait, donc je pense que ce qui était impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout s'est réajusté. On a vu à la suite de ça les émetteurs dans les secteurs plus tendus, comme par exemple le secteur de l'automobile ou autre. On a vu aussi la réouverture du marché court terme, qui était donc tendu au début de la crise, où les investisseurs étaient plus à la vente jusqu'à, disons, 3 ans. Donc, tout le secteur à 3 ans était assez complexe pour une émission obligataire classique. On a vu la réouverture des maturités plus longues jusqu'à 15 ans, 20 ans. On est dans une situation où on peut très bien avoir du 30 ans. Ce qu'on a vu effectivement aussi, c'est le retour des émetteurs non notés. D'abord Eurofins, on a vu Ferrari, on a vu le groupe SEB en France. Et donc petit à petit, en fait, tout s'est normalisé. Et là, plus récemment, on est passé aussi sur un asset class qui est beaucoup plus volatile. Le marché de l'hybride s'est réouvert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en termes d'évolution de spread et d'évolution de marché, ce qu'on a vu, c'est effectivement, c'est pas, comme Guy le mentionnait, c'était pas un écartement considérable des spreads. Si on suit l'iBoxx Corporate, donc l'indice qu'on suit sur les marchés de crédit investment grade, il est passé d'environ dans les 70 à 210.
au moment de la crise financière, il est passé à 450. Effectivement, le marché a été aidé, enfin les émetteurs, disons que émotionnellement, les émetteurs ont réussi à se remettre sur ce nouveau contexte de financement, dans le sens où les taux ont baissé énormément. Donc, in fine, en termes de coûts de financement, on n'était pas très loin, je dirais pas des bas historiques, mais on n'était pas très loin des niveaux qu'on a vus précédemment en 2019-2018. Et effectivement, donc les émetteurs qui sortent au départ ont dû payer une prime conséquente, de l'ordre de 40-45 par rapport à leur courbe secondaire. Et on est revenu très rapidement, dans les 3-4 semaines qui suivent, à des primes négligeables ou même négatives par rapport aux courbes secondaires. Donc je pense que c'est ça qui est, enfin le premier constat, c'est effectivement un marché qui était complètement différent, pour des raisons plus pratiques qu'autre chose. Comme Guy l'a mentionné, la BCE et la Fed sont arrivés très rapidement dès le 17-18 mars pour nous remettre de la liquidité, et ils ont continué pendant tout le process. Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est que voilà, les spreads sont revenus plus ou moins à la normale. Donc je pense que ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais, c'est peut-être si on regarde par exemple, voilà, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce que ce nouveau mode de fonctionnement a changé pour les banques, les investisseurs, les émetteurs. Je pense que ce qui a été important, c'est que en termes de dialogue, ça a été maintenu, donc par des chaînes complètement différentes. Donc, c'était plus des contacts physiques, mais en termes d'accès Bloomberg, contacts visuels ou téléphoniques, le flot d'informations a été maintenu des deux côtés. Ce qu'on a vu aussi, c'est effectivement des émetteurs qui, par exemple, n'avaient pas l'intention de sortir, mais qui ont profité de la liquidité disponible pour sécuriser plus de liquidité par rapport à l'incertitude à laquelle on fait face encore aujourd'hui, et pour renforcer donc les liquidités possibles sur le moyen et le long terme. Et effectivement, ce qu'on voit, deuxième constat, c'est que ce marché, en fait, est quelque part complètement déconnecté de la réalité économique, dans le sens où c'est très technique. C'est soutenu par la liquidité, je ne dirais pas artificielle, la liquidité réelle, mais apportée des banques centrales, qui en fait donne une assurance complémentaire aux investisseurs et qui maintient quelque part, même si par exemple la BCE participe les ordres qu'ils donnent, c'est de l'ordre de 40% dans une transaction obligataire éligible, ça donne en fait un élément de confiance complémentaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dichotomie entre les crédits qui sont éligibles à l'achat par les banques centrales sur le primaire et secondaire, et ceux qui ne le sont pas. Et c'est ce qu'on a vu dans la crise précédente, au moment où la BCE est rentrée dans le marché obligataire. Pareil, il y a eu cette différenciation entre les crédits. Et on le voit de plus en plus maintenant, parce qu'effectivement, c'est une crise qui ne touche pas tout le monde, qui touche les secteurs de façon différente. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement le marché qui s'affine petit à petit. Au début, c'était voilà, on prend tout, peu importe, il y a une prime importante, c'est bon, on y va. Le marché se resserre, ça fonctionne bien. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement les très belles signatures sont sur des niveaux de taux extrêmement attractifs. Danone a émis une fois avant la crise, une fois dans le contexte de la crise, et ont réussi à loquer des niveaux encore plus bas. Ils étaient autour de 0,40% pour une maturité de 9 ans. Donc, c'est vraiment des niveaux exceptionnels. Donc, je pense que c'est là où le marché maintenant va différencier entre les types de crédits, les ratings, les secteurs, et qui va pouvoir justement un peu s'aligner avec le contexte macro un peu plus large. Et donc, je pense qu'en termes de perspective sur le marché de crédit en particulier, je donne juste la perspective de Citi, je pense que ça peut varier, mais on fait face à une incertitude qui est quand même beaucoup plus large que ce qu'on a pu vivre précédemment. Est-ce qu'il y a une deuxième phase, etc. Donc, il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation. Et je pense que ce que le marché a démontré, c'est que tant qu'on a les liquidités des banques centrales, ça a été confirmé, encore une fois par la BCE récemment, que leur plan de rachat va continuer, ils vont remettre de la taille, ce marché va fonctionner. Mais par contre, je dirais que c'est quand même un marché fragile. Et encore une fois, comme Guy l'a mentionné, on a vu plusieurs crises depuis 2008.
Ah, désolée, je ne sais pas si j'ai été coupée. Juste ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, en 2018, c'était la crise souveraine italienne qui a un peu donné une dislocation du marché de crédit. Donc, on ne sait pas ce qui va créer ce phénomène, parce qu'on est vraiment sur des trajectoires parallèles. Et effectivement, je pense qu'il y a un risque, il y a un vrai risque il y a un vrai risque sur les marchés de crédit, je pense, dans les mois à venir. Par contre, je pense que côté City, on reste très, très, très positif et on pense qu'effectivement, cette liquidité donc, des banques centrales, encore une fois, doit continuer à soutenir les spreads de crédit et au moins maintenir les niveaux actuels. Sinon, voir serment potentiel sur certains. Alors, pour l'avenir, donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'automatiser et désintermédier de façon plus spécifique, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire sans banque. Je pense qu'il y a déjà des plateformes en place pour tout ce qui est transaction de vanille, notamment, je dirais, tout ce qui est même Schuldschein, par exemple, ou des placements privés MTN. En fait, on a des plateformes type Origin, par exemple, qui essayent d'automatiser, de mettre en place des systèmes qui permettraient de faciliter ce type de transaction. Et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'a priori, ce n'est pas le rôle des banques de travailler sur des transactions de ce type-là, où il y a très peu de valeur ajoutée. Et on travaille en collaboration avec ces plateformes pour pouvoir justement voir ce développement. Et donc, éventuellement, une plateforme où les investisseurs et les émetteurs pourraient communiquer en direct sur des petits montants type 50 à 100 millions, sur des crédits investment grade sans complication. Voilà, donc il y a des sujets, je pense que le juridique, compliance, KYC, etc. pour l'instant. Et donc, ça reste une plateforme d'information pour l'instant, où les émetteurs peuvent mettre leurs besoins de financement et niveau de financement sur des petites tailles. Et une plateforme aussi d'automatisation de l'aspect géographique, les thérapies qui sont faites à partir d'un système assez facilement. Et je pense qu'effectivement, le rôle des banques va continuer à s'orienter sur des transactions plus structurées, donc soit dans le contexte de financement d'acquisition, comme par exemple une transaction sur laquelle j'avais travaillé avec Jérôme dans série précédente, dans le contexte d'acquisition à l'étranger, aux US notamment. C'est le cas de la transaction de Publicis Epsilon, où il y avait un besoin spécifique de financement, justement pour faire face aux aspects spécifiques au marché US. Donc financé à partir d'une entité US, etc. Ou au contexte de renforcement de bilan dans le contexte d'acquisition. Et là, pareil, avec tout le développement de la dette hybride, je pense que les banques ont un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Où effectivement tout un gros sujet en fait qui va continuer à grossir, tout ce qui est orienté green ou social bonds, qui effectivement, je pense que ça représente le gros de la demande des investisseurs. On continue à travailler avec les émetteurs là-dessus et je pense que c'est vraiment le gros sujet de développement. C'est l'avenir. Dessus. Absolument. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Chanty. D'ailleurs, nous en parlerons la semaine prochaine, puisque toute la partie green sera également la partie des investisseurs et des fonds d'investissement. En tout cas, un grand merci pour votre présentation. Jérôme, peut-être, est-ce que l'on peut passer à la suite? Voilà. Jérôme, vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a peut-être un petit problème avec Jérôme. Si Jérôme ne reprend pas la parole, je proposerai qu'on passe à Priscilla. Jérôme, est-ce qu'on t'entend? Alors là, vous allez m'entendre. Désolé, il y a eu un petit problème de communication et je m'en excuse. Donc, ce que je disais, c'est que je retiens de cette présentation de Chanty la résilience du marché obligataire. On a vu avec des spreads très, très intéressants pour les émetteurs, même dans une période de stress.
Et ce que je retiens aussi, c'est la capacité des banques à gérer l'innovation. Il y a de la digitalisation, certainement. On peut certainement mieux faire. Et ce qui va être très intéressant maintenant, c'est d'avoir la vision de Priscilla. Et on a demandé un petit peu à Priscilla d'avoir une vision peut-être aussi critique de cet instrument, mais aussi de nous donner son sentiment en tant qu'émetteur et émetteur de référence sur le marché. Très bien. Merci Jérôme. Bonjour à tous et merci Jérôme de me donner l'occasion de partager quelques réflexions qui sont très personnelles sur le marché obligataire. Alors, de tout temps, hein, les entreprises ont souhaité accompagner la croissance et ont des besoins de financement qui sont croissants. Et ceci est particulièrement vrai en ce moment, un moment avec une relance budgétaire assez forte et surtout une baisse de la consommation qui soutient la création de dettes. On se rend bien compte que l'Europe de l'austérité monétaire est loin et même l'Allemagne aujourd'hui s'est résolue à renoncer, au moins temporairement, à l'austérité monétaire. Donc, cette tendance à l'accroissement structurel de la dette doit également s'accompagner d'une évolution du marché obligataire qui est sous-jacent. Alors, moi, j'ai noté 3 grandes tendances sur ce marché. Une plus grande résilience du marché obligataire, et ça, Chanty vient d'en parler largement. 2, un marché obligataire qui se doit d'être plus souple, plus agile, plus flexible. Et 3, des instruments financiers qui sont plus responsables, qui doivent être au service d'un engagement sociétal, parce que les enjeux économiques aujourd'hui endossent des responsabilités qui sont économiques, sociales et environnementales. Alors, sur la première tendance, donc on remarque qu'il y a une capacité à prêter qui est assez infinie de la part des banques centrales et également qu'il y a une maturité des différents acteurs du marché obligataire qui a permis une plus grande résilience des marchés obligataires. Je pense que pendant la crise, les banques centrales ont montré qu'elles pouvaient prêter avec un puissant fonds finalement. De la même façon, on a eu le renouveau, en tout cas le renouvellement du whatever it takes des banques centrales, ce qui a été également couplé avec le quoi qu'il en soit des gouvernements, qui a permis de soutenir les plans de relance. Et donc, on a vu un niveau d'endettement et on voit un niveau d'endettement de la part des acteurs économiques qui grossit. On a vu également le développement des PGE pour les entreprises qui initialement devaient soutenir la liquidité des entreprises et qui demain pourraient probablement financer également les pertes. Donc, on a vu une certaine résilience de la part du marché, non seulement parce que les volumes étaient très importants, mais également parce que les spreads qui se sont envolés sont retombés très rapidement. Alors, pour notre part, Sanofi est sorti en émission obligatoire fin mars. On n'avait pas vraiment besoin de financement. En revanche, on avait une réelle incertitude sur le timing, sur notre capacité à générer du cash flow, sur notre capacité à prévoir ce qui allait arriver. Et donc, pour nous, faire une émission obligataire aujourd'hui, au mois de mars, c'était finalement acheter une sorte de prime de liquidité face à l'incertitude. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Et puis, le carnet d'ordre a été très important. Et donc, nous avons décidé, 15 jours plus tard, de faire un tap de cette émission obligataire, c'est-à-dire d'augmenter la taille de cette émission obligataire. Et on a vu à ce moment-là, non seulement que les volumes étaient présents, mais également que les spreads étaient largement retombés. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a réussi à émettre 15 jours après l'émission obligataire du mois de mars à un prix qui était 2 fois inférieur au prix auquel on avait émis au mois de mars. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la façon dont le marché a pu retomber sur ses pieds de façon très, 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 très rapide. Voilà, et puis peut-être une anecdote aujourd'hui, la Fed a commencé à acheter des obligations des entreprises à partir d'aujourd'hui. Et donc voilà, ce qui montre une sorte de financement illimité des banques centrales. Alors là, je vais digresser un petit peu, mais finalement, la question, c'est comment on va pouvoir rembourser ces dettes, hein, ces montants de dettes qui se sont accumulés sur le bilan des États, sur le bilan des entreprises. Alors, j'ai 4 scénarios. Un peu le scénario Blue Sky, c'est-à-dire que la productivité mondiale va augmenter, ça va créer une croissance et la croissance va permettre à chacun des acteurs économiques de rembourser la dette. Ça, c'est le scénario Blue Sky.
il y a un scénario opposé qui est un scénario catastrophe, c'est qu'on pourrait imaginer que les banques centrales abandonnent leurs créances. Alors, c'est un sujet tabou. Tout le monde me dit, quand j'évoque ce sujet, c'est impossible d'imaginer que les banques centrales abandonnent leurs créances, mais qui aurait cru il y a 10 ans, il y a 15 ans, que les banques centrales pouvaient financer à ce point l'économie par des centaines de milliards. Et donc, finalement, annuler la dette aujourd'hui, ça paraît être un sujet tabou, mais est-ce que ça le sera réellement dans quelques années? Est-ce que ça pourrait pas être finalement un autre moyen de politique non conventionnelle des banques centrales? Seul l'avenir nous le dira. Un troisième scénario qui serait un scénario inflationniste, où finalement, ça serait l'augmentation des prix qui permettrait de rembourser la dette. Alors, vous me direz, à court terme, on n'imagine pas une inflation. Ça fait des années que les banques centrales essayent d'augmenter l'inflation et puis on n'y arrive pas. Mais finalement, à moyen terme, on peut imaginer que la crise du Covid entraîne les entreprises à relocaliser leur système de production en Europe, ce qui engendrerait une augmentation des coûts, une augmentation du coût de la main-d'œuvre et donc peut-être une inflation. Ça serait un scénario positif sur l'inflation et qui permettrait de rembourser la dette. Et puis peut-être un dernier scénario, si aucun des trois premiers n'arrive, c'est de penser que la dette ne sera finalement jamais remboursée. C'est le cas aujourd'hui des LBO, c'est le cas du marché obligataire. Et finalement, on imaginerait une dette qui devienne en fait finalement plus proche de l'equity, avec des refinancements régulièrement. Et dans ces cas-là, cela nécessitera une évolution du marché obligataire. Et ce qui m'emmène à la deuxième tendance que nous constatons sur les marchés. Donc la deuxième tendance, c'est une plus grande agilité et une plus grande flexibilité du marché. Et ça passera par moins de formalités administratives, Chanty en a parlé, moins de formalités juridiques, un KYC, une compliance qui soit plus simplifiée. Et alors, pour reparler de l'expérience de Sanofi, finalement, aujourd'hui, quand Sanofi émet un bond, c'est davantage un sujet juridique qu'un sujet financier. Finalement. Je passe plus de temps avec les juristes et les avocats qui nous conseillent sur cette opération finalement qu'avec les banques. Et ça, c'est quand même un élément assez intéressant. On a voulu mettre à jour notre programme standard qui est le programme Shelf aux États-Unis. Il nous faut plusieurs mois de due diligence pour mettre à jour ce programme, également avec des frais juridiques et des frais compliance qui sont très importants. Voilà, donc moi ce que j'envisage pour les prochaines années, finalement, c'est qu'on aille un petit peu plus loin que ce que le programme Shelf ou ce que le programme ENTN permet dans sa standardisation. On pourrait imaginer un bond classique, un bond standard, avec des caractéristiques qui pourraient dépendre des secteurs et des émetteurs. Alors, par exemple, dans notre cas, le secteur pharmaceutique, on pourrait imaginer un bond de maturité relativement courte, 5 ou 7 ans, puisque la génération de cash flow permet de rembourser rapidement les bonds, un montant qui soit standard, entre 750 millions d'euros et 1 milliard d'euros, une term sheet classique avec des clauses qu'on retrouve, des périodes d'émission finalement qui soient juste après les périodes où on a publié nos résultats. Comme ça, les émetteurs et les investisseurs peuvent se retrouver autour de ces périodes. Et puis, Chanty l'a également mentionné, un marché qui soit plus digital, avec des plateformes, et Origine en est en effet une, où le yield soit instantané, où finalement l'intérêt des émetteurs et l'intérêt des investisseurs se retrouvent sur cette plateforme pour une plus grande fluidité des transactions. Voilà. Et ça, je pense, nécessiterait également une autre évolution, c'est que le marché secondaire soit plus actif. On a vu que les banques se sont retirées ces dernières années parce que trop coûteux en coût de capital des marchés secondaires. La Fed, les banques centrales interviennent de plus en plus sur les marchés secondaires, donc ça pourrait être une évolution. Alors, ça paraît aujourd'hui un peu éloigné de ce qu'on vit aujourd'hui, mais en tant qu'émetteur fréquent sur le marché court terme des billets de trésorerie aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très facile finalement d'émettre un billet de trésorerie aux États-Unis. Il suffit de prendre son téléphone, d'appeler un dealer et on peut lever 500 millions, 1 milliard à une maturité de moins d'1 an. Donc, c'est des choses qui se font déjà et qui pourraient s'adapter à un marché plus long terme. Et on voit bien de toute façon que la tendance s'accélère.
Et ça me vient à ma troisième tendance, j'ai encore quelques minutes, c'est que finalement, en tant qu'émetteurs, on attend que les instruments financiers accompagnent une politique d'entreprise qui est plus responsable. On a vu, que les questions, liées à l'environnement, aux aspects sociaux, à la gouvernance, ont pris une part de plus en plus importante, en particulier au regard de la crise du Covid. Cette crise a mis sur le devant de la scène des engagements dans les domaines de l'ESG, mais ça a surtout mis en lumière les réponses que chaque entreprise apportait à cette volonté ESG. D'autre part, on a vu ces derniers mois des inégalités qui se sont accrues entre ceux qui ont accès aux soins, ceux qui n'ont pas accès aux soins, entre ceux qui sont au chômage partiel, ceux qui ont eu la sécurité de l'emploi, ceux qui prennent ou pas les transports en commun. Donc, on a vu des inégalités se creuser et on peut s'attendre à ce que les entreprises modifient leur comportement vers des investissements qui sont plus avec une responsabilité sociétale. Voilà. Et les entreprises ont déjà pris le pas et la pression de la société forcera davantage les sociétés, les entreprises vers des investissements plus responsables. Alors, il y a déjà de nombreux produits qui ont émergé depuis les 10-15 ans avec une forte accélération. On a d'abord vu les green bonds, puis les social bonds, les sustainable bonds. On a vu l'émergence des covid bonds récemment qui permettaient de financer, où les entreprises en fait lèvent des émissions obligataires pour financer des projets bien particuliers pour lutter contre le Covid. Et je pense que cette tendance va s'accélérer dans les prochaines années, notamment également parce qu'en fait, ces produits sustainable, finalement, ne sont pas incompatibles avec les exigences de rendement capitaliste qu'ont les entreprises. Et notamment ces produits sustainable, aujourd'hui, sont moins chers à l'émission. C'est-à-dire que, les prix à l'émission sont moins chers puisqu'il y a une offre de la part des investisseurs qui est grandissante. Également, ça apporte une certaine stabilité parce que, une fois que les entreprises ont émis ces émissions obligataires, le yield sur le marché secondaire est finalement plus stable. Voilà. Et donc ça, finalement, on pourrait imaginer que ce sont des outils qui soient à l'actif des entreprises pour construire des fondations qui soient plus solides et qui permettent aux entreprises de traverser les crises plus sereinement. Priscilla, merci beaucoup parce que c'est très instructif d'avoir cette vision aussi en tant qu'émetteur et dans les sciences de la vie et d'avoir gardé cette ouverture très humaine. C'est rafraîchissant et effectivement, c'est comme ça aussi qu'on voit l'avenir chez De Gaulle Fleurance en aidant nos clients dans tous ces secteurs d'activité. Je vais peut-être laisser la parole 1 minute à François. Peut-être pour que tu puisses nous parler, François, de tout ce qui est social bond, parce que De Gaulle Fleurance a une expérience récente en matière de social bond, et je pense que ça peut être intéressant d'avoir ta vision. Oui, bonjour à tous. Jérôme, je vais dans ton sens. Merci Priscilla de parler du financement obligataire, mais de manière qui ne soit pas désincarné. Et c'est vrai que vos derniers développements sur les social bonds sont une illustration de l'utilité, de la diversité de ces outils et de leur utilité intrinsèque pour le financement des entreprises, de pouvoir, intéresser des investisseurs, que les investisseurs s'y retrouvent, et en même temps de pouvoir financer des projets dans un mouvement ESG maintenant un petit peu irrémédiable. Écoutez, oui, nous sommes actifs sur le volet obligataire dans toute sa diversité que chacun des invités là ont pu exprimer. À savoir, ça nous a permis de voir que ce sont des outils d'une grande variété qui permettent de toucher une grande variété d'investisseurs. On a un outil particulièrement liquide. On commence à évoquer le marché secondaire, les actifs éligibles BCE, etc. Enfin bref, toute une rotation des financements. Le sujet des social bonds est cher à notre cœur pour toutes ces raisons-là. Je vois que parmi les participants, nous avons un émetteur qui est assez actif sur l'obligataire, sur les programmes EMTN notamment, à savoir l'UNEDIC,
qui, comme tout le monde le sait, a des besoins de financement relativement importants. Et ça me permet d'illustrer les propos de deux manières, à savoir l'objectif de financement et le social bond. Donc, par essence, nous avons un émetteur qui, en l'occurrence, vient d'effectuer 2 émissions de social bond particulièrement importantes, qui ont prouvé d'ailleurs au passage, ça va dans votre sens Priscilla, un appétit des investisseurs assez fort, hein, des sursouscriptions importantes. Et l'autre illustration que j'avais en tête, qui va également dans le sens de ce que vous indiquiez, à savoir la variété des instruments. On a des titres de créance, hein, juridiquement, sont bien tous des titres de créance, mais on a de l'obligataire plus ou moins simple, hein, vanille ou pas. Vous avez évoqué les billets trésorerie, les billets trésorerie, le titre de créance à court terme US ou européen, que j'ouvre comme une possibilité pour les émetteurs, pourquoi pas pour Sanofi. Je ne crois pas que vous ayez des TCN cotés, mais pour augmenter la liquidité, eh bien on peut faire viser un prospectus de base sur du new MTN, hein, sur du moyen terme, parce que le court terme on ne pourra pas le faire coter, mais preuve supplémentaire de la diversité de tous ces instruments. Donc merci beaucoup à vous trois là pour cette belle présentation à ce titre-là. Alors, j'interviendrai une seconde parce que nous avons une question de la salle avant de redonner la parole à Jérôme. Quelles conséquences concrètes à long terme de l'engagement massif des banques centrales sur le marché obligataire et plus généralement, quelles conséquences des injections massives de liquidités des banques centrales? Qui veut répondre parmi nos invités? Qui prend la parole? Alors, je crois que Jérôme me désigne pour prendre la parole, donc c'est Guy Sylvestre. Ça ne dispense pas mes collègues de commenter ce que je vais dire éventuellement. Comme l'a dit Priscilla, je pense que c'est une question de savoir quelle hypothèse, enfin, parmi les 4 qu'elle a énoncées, va être celle qui va permettre de résoudre la problématique de croissance des bilans des banques centrales. Moi, je pense que si on pose le problème, qu'est-ce qui se serait passé si jamais les banques centrales n'avaient pas été là? Le marché serait fermé durablement, ou il aurait fallu trouver un équilibre en termes de prix de marché pour trouver des investisseurs intéressés par les émissions, y compris, comme Priscilla l'a dit aussi, Sanofi, qui est un très très beau crédit, se poser des questions sur la génération de cash flow à court terme. Donc, que dire d'émetteurs moins beaux que Sanofi, et la plupart sont dans ce cas. Donc, en résumé, ce qui valait 100 à l'émission au mois d'avril, mai, juin, qu'est-ce que ça aurait valu sans la présence des banques centrales qui ont acheté entre 30, 40, 50, 60% des émissions en question? C'est comme si vous aviez un prêteur de dernier ressort qui finalement achetait le truc au prix où on le proposait. Donc, on pourrait se dire, ce qui valait 100 à l'émission, est-ce que ça n'aurait pas valu 80 ou 70, voire 60 s'il n'y avait pas eu la Banque centrale? Bon, ça, c'est juste une hypothèse que je pose. La vraie question aussi serait de savoir qu'est-ce que vaudraient les titres sur le secondaire si tout d'un coup, les banques centrales cessaient d'alimenter le marché primaire. Bon, moi, je crois que ça a une vertu, cette réaction, puisqu'on n'a pas retrouvé la crise financière de 2008 avec les impacts successifs de la décade que tous ont connus. Mais finalement, les gagnants, c'est les entreprises qui ont bénéficié de ces ressources à des conditions très attractives. Et les perdants, j'aurais tendance à dire, on ne les connaît pas encore, mais on peut imaginer que c'est les investisseurs. Pas forcément les gros institutionnels, mais les souscripteurs, vous, moi, les épargnants, qui à un moment donné se retrouveront avec de la monnaie de singe parce que on n'aura peut-être pas d'inflation sur le prix de la baguette, mais il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé depuis les années 2000, l'inflation des actifs, l'immobilier, tout un tas de valeurs qui ne sont pas de la consommation et des services, mais qui sont une composante importante de la cherté de la vie. Donc moi, ma petite idée là-dessus, c'est que en contrepartie, alors j'ai pas de réponse sur la sortie, ça reste ouvert en termes d'hypothèses qui ont été énoncées par Priscilla.
Par contre, je pense qu'il y a une nécessité de forcer malgré tout les gagnants d'aujourd'hui des entreprises à s'engager sociétalement. Quelque part, la contrepartie de ces soutiens, c'est de devoir maintenir l'emploi, de devoir maintenir une responsabilité auquel de plus en plus de gens sont sensibles, les pressions des opinions publiques dans les pays occidentaux. Qu'en est-il effectivement si on est les seuls à appuyer le sustainable ou le social ou le green et que les pays de sud-asiatiques ou l'Afrique, pour l'instant, où les États-Unis continuent à pomper les ressources de la planète. En tout cas, voilà, la contrepartie de ces subventions, puisqu'on peut appeler ça un petit peu comme ça devrait être la nécessité de répondre aux attentes des populations en termes d'engagement de la part des entreprises. Quant aux épargnants, je ne sais pas trop, à vrai dire. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en restant sur les titres obligataires ou sur un contrat d'assurance vie, dans 5 ou 10 ans, le capital sera préservé, oui, mais il aura fondu en comparaison de l'évolution des index des actifs. Voilà, je ne sais pas si Non, j'ai répondu. c'est tout à fait Très vrai. bien. Priscilla? Oui, alors je suis tout à fait en ligne avec ce que dit Guy. Donc la résilience des marchés obligataires, ça c'est un premier élément, comme on en a discuté. Le deuxième élément, c'est que finalement le marché obligataire est devenu très cher pour les investisseurs, hein, puisque aujourd'hui Sanofi ou des grands crédits peuvent emprunter à taux négatif, c'est-à-dire être payés pour emprunter jusqu'à une maturité assez longue, hein. On a vu du 10 ans, on est récemment, alors Chanty pourra le confirmer, plus proche de 5 à 7 ans. Mais une des conséquences de l'intervention massive, et c'est la conséquence des banques centrales sur les marchés obligataires, qui a entraîné donc la relative cherté, c'est que finalement les flux monétaires se sont déversés des marchés obligataires vers les marchés equity. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une bulle inflationniste sur les marchés equity qui est liée à cet amas de liquidités qui finalement ne peut plus être investi dans le marché obligataire. Et on a bien vu, je parlais de la Fed qui a annoncé hier qu'elle allait investir et acheter des émissions obligataires d'entreprises américaines. Ça fait suite à une fin de semaine dernière très, très négative sur les marchés equity américains qui ont vu une forte baisse, et à l'annonce de l'achat massif de la Fed des crédits des crédits d'entreprise, le marché equity américain et mondial ont fortement augmenté. Donc ça aussi, ça sera une des conséquences à suivre de près pour les prochains mois. Très bien. Je ne sais pas si Chanty, tu as un petit commentaire additionnel à faire à ce stade. Tout a été bien couvert par Priscilla et Guy. À ce stade, moi je voudrais ouvrir sur une conclusion, hein, sur une note optimiste. On a vu que le marché, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, hein, le marché obligataire, c'est un marché qui est résilient, qui est efficace, qui permet de financer les entreprises, et donc avec tous les aspects, on va dire, social bonds, green, etc., qu'on a pu voir pendant cette conférence. Donc une note optimiste, un marché qui sait s'adapter. On a vu, on peut faire de la structuration avec. C'est un marché flexible. Il y a un peu de juridique autour de l'instrument, comme tu l'indiquais, Priscilla, mais finalement, c'est pour être au plus près des besoins des entreprises qui émettent et qui vont chercher du financement. Donc, très bel instrument, un instrument qui tient la route, qui n'est pas tout neuf, tout récent, mais qui tient la route. On a vu que pendant la crise récente, on a eu besoin de nouveaux instruments, comme vous l'avez tous mentionné, hein, les prêts garantis par l'État, mais on sait aussi utiliser des instruments de marché sur lesquels vous êtes tous des intervenants, et ces instruments de marché ont prouvé qu'ils pouvaient fonctionner même dans un marché stressé et à des conditions très favorables pour les entreprises. On a beaucoup parlé de la BCE, mais je reste tout à fait positif. Il y aura des opportunités suite à cette période pour les investisseurs, donc de dette, mais aussi equity, et il y aura des transactions. Il faudra les financer, et le financement obligataire reste un très bel outil dans la boîte, hein, surtout dans le secteur pharmaceutique. On va regarder certains pays qui sont toujours à peu près les mêmes, où il y a effectivement beaucoup de recherche, et sont des instruments qui peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des clients, comme l'a mentionné Chanty, comme l'a mentionné Guy, et bien sûr Priscilla dans le cadre de son activité.
Eh ben, écoutez, je pense qu'on a eu une visioconférence de très grande qualité, hein, grâce aux intervenants aujourd'hui que je remercie personnellement, mais aussi avec toute l'organisation de Gaulle, Florence et Associés, qui a permis à bon nombre de participants d'avoir accès à la qualité de ce débat. Donc merci à vous trois en tant qu'intervenants, merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à Sylvie d'avoir organisé ces mardis du financement et à François d'avoir co-présidé avec moi cette session. Merci beaucoup à tous, Jérôme, François. Donc, les mardis du financement ne sont pas terminés. Mardi prochain, ce sera le marché des fonds d'investissement. Nous aurons de nombreux investisseurs pour l'échange, donc vous êtes les bienvenus. Et puis, nous ferons une rétrospective de quel est votre marché de demain. Donc, Priscilla, Chantilly, réfléchissez. Je vais vous envoyer un email de cristal et vous engager. Voilà, vous ferez au mieux. Priscilla, j'ai failli vous poser une question finalement. Est-ce que c'est plus agréable de travailler avec les financiers ou les avocats? Mais je me suis dit que j'allais me restreindre et on en parlera offline. Donc, merci à tous. Les deux sont tout aussi agréables. Très bonne réponse. Vous aviez les deux dans les invités. Bonne journée à tous. Un grand merci à vous. Un grand merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.